Pour dépasser ce cycliste, je dois laisser un intervalle minimum de 1 mètre, réponse A, 1,50 m, réponse B. Je laisse de préférence un intervalle de 1 mètre, réponse C, 1,50 m, réponse D. En ville, pour dépasser un usager fragile tel qu'un cycliste ou un piéton, je dois laisser un intervalle latéral minimum de 1 mètre, contre 1,50 m si j'étais hors agglomération. Mais pour plus de sécurité, en prévision d'un écart possible de la part de cet usager, je laisse de préférence un intervalle de 1,50 m. Ce qui sera aussi plus courtois vis-à-vis de ce cycliste. Réponse A et D. La principale zone de danger se trouve en 1, réponse A, en 2, réponse B. Le conducteur de la camionnette tourne à gauche. Il doit me laisser passer puisque j'arrive en face de lui. Il me voit, il s'est arrêté, donc le danger est assez réduit en ce qui le concerne. Le principal danger se trouve derrière cette camionnette qui me masque la visibilité, un piéton, que je ne peux pas voir, et qui ne peut pas me voir non plus, peut avoir entrepris de traverser la route, d'autant plus qu'il y a un passage pour piétons. Il pourrait être surpris de me voir arriver, et je le serais également. Aussi, je me méfie particulièrement de la zone numéro 2 d'où il pourrait surgir. Pour cela, je ralentis, je serre à droite, et je garde le pied devant le frein. Réponse B. Ce panneau est mis en place parce que je risque de rencontrer des ralentisseurs, réponse A, parce que je risque de rencontrer des usagers vulnérables, réponse B. Dans une zone limitée à 30 km/h, il y a de fortes chances que je trouve des ralentisseurs. Est-ce pour cela que la vitesse est limitée à 30 km/h? Bien sûr que non. La vitesse est limitée à 30 km/h parce que l'endroit est dangereux. Notamment parce que je risque d'y rencontrer des usagers vulnérables, plus de piétons, notamment des enfants, des cyclistes. Les ralentisseurs ne sont là que pour obliger les conducteurs les plus récalcitrants à ralentir. Le danger n'est pas lié aux ralentisseurs eux-mêmes. Réponse B. La date de validité du dernier contrôle technique est indiquée sur une vignette collée sur le pare-brise, réponse A, sur l'attestation d'assurance, réponse B, sur le certificat d'immatriculation, réponse C, sur une étiquette placée dans le compartiment moteur, réponse D. Il y a plusieurs endroits où je peux vérifier la validité du contrôle technique, qui est de 2 ans si je garde le véhicule, et de 6 mois à l'occasion d'une vente. Sur une vignette dédiée, collée sur le pare-brise. Sur le procès-verbal du contrôle technique, qui liste les défauts constatés. Sur le certificat d'immatriculation, la carte grise, où est collée une petite vignette. Et c'est tout. Inutile de chercher cette information sur un document d'assurance, dans le compartiment moteur ou à un quelconque autre endroit, je ne la trouverai pas. Réponse A et C. Je circule actuellement avec les feux de croisement, réponse A, les feux de route, réponse B. Ces feux sont adaptés à la situation, oui, réponse C, non, réponse D. Ce témoin m'informe que je circule avec les feux de croisement. Or, je circule sur une route non éclairée, il n'y a personne devant moi, que je suivrai ou que je m'apprêterai à croiser, ces feux sont donc insuffisants. Je devrais circuler avec les feux de route, signalés par un témoin bleu au tableau de bord.
c'est-à-dire des feux puissants, qui me permettent de voir loin et large pour plus de sécurité. Réponse A et D. Un entretien régulier de ma voiture permet d'éviter des frais importants en cas de panne. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. La plupart des grosses pannes. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Il y a deux sortes d'entretiens à faire sur une voiture, ceux que l'on confie à un garagiste, il s'agit des révisions, la vidange, le contrôle des freins, le remplacement des filtres, et ceux que l'on fait soi-même régulièrement, l'état et la pression des pneus, l'absence de fuite, le bon état de l'éclairage. Si ces deux entretiens sont faits régulièrement, le risque de panne, grosse ou petite, est pratiquement inexistant. Réponse A et C. Les usagers ont tendance à circuler plus vite la nuit, parce qu'il y a moins de risques d'accident, réponse A, parce que le risque est moins perceptible, réponse B, parce que la circulation est plus fluide, réponse C. Le risque d'accident est plus élevé la nuit que le jour. En effet, malgré une circulation beaucoup moins dense, il y a presque autant de tués la nuit que le jour. Pourquoi? Parce que la nuit donne un sentiment de sécurité trompeur, on ne voit pas tous les dangers puisque le champ visuel est réduit à la portée des phares, et qu'il y a moins de circulation. Résultat, les conducteurs roulent plus vite, et les accidents sont d'autant plus graves. Réponse B et C. En faisant chauffer mon moteur à l'arrêt, il chauffe plus vite. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je limite son usure. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Un moteur qui tourne sur place a besoin de plus de temps pour chauffer que lorsque la voiture est en circulation. Cette montée en température est aussi moins homogène, certaines pièces doivent être en mouvement pour chauffer, donc moins efficaces. Cette pratique n'a donc aucun effet bénéfique pour la mécanique de la voiture. Faire chauffer son moteur sur place, c'est du gaspillage de carburant et une pollution inutile. Réponse B et D. Les usagers dits fragiles sont les piétons, réponse A, les cyclistes et les cyclomotoristes, réponse B, les motocyclistes, réponse C, les conducteurs de véhicules lents, réponse D. Qui sont les usagers fragiles? Il s'agit de tous les usagers qui ne sont pas protégés par une carrosserie, les piétons et personnes en fauteuil roulant, en roller ou en trottinette, et tous les deux roues, cyclistes, cyclomotoristes, motards. À eux seuls, ils représentent près de la moitié des tués sur la route. Les véhicules lents, tracteurs agricoles, engins de chantier, sont des véhicules lents, mais pas spécialement fragiles. Réponse A, B et C. L'utilisation du régulateur de vitesse est appropriée dans cette situation. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je suis dans une zone de travaux. Quelle que soit la limitation de vitesse mise en place, je dois moduler mon allure, ralentir à l'approche des engins de chantier et surtout des personnes, et être prêt à freiner en cas de danger. Le régulateur de vitesse doit donc être désactivé. Réponse B. La situation la plus risquée est la situation numéro 1, réponse A, numéro 2, réponse B. Je ralentis dans la situation numéro 1,
réponse C. Numéro 2, réponse D. Dans les deux cas, le conducteur qui quitte son stationnement devrait me laisser passer, à condition qu'il me voie arriver. Dans la situation numéro 1, je peux remarquer que le conducteur recule sans avoir de visibilité. Il risque de reculer encore un peu plus. Je dois m'attendre à ce qu'il continue à reculer. Dans la situation numéro 2, le conducteur ne me voit peut-être pas encore, mais cela ne saurait tarder. Ou du moins il verra l'avant de ma voiture. La situation numéro 1 est donc la plus dangereuse des deux. Cependant, ces deux situations comportent des risques, et je ralentis dans ces deux situations. Réponse A, C et D. Je me suis trompé de route. En revenant à droite, je risque de surprendre l'usager arrivant derrière moi. Réponse A. Je risque de surprendre le conducteur arrivant de droite. Réponse B. Je ne risque rien si j'accélère très franchement. Réponse C. Je suis dans une voie qui tourne à gauche. Si je me suis trompé de direction, hors de question de revenir dans la voie de droite. Dans mon rétroviseur, je peux voir qu'une voiture s'apprête à me dépasser par la droite, c'est autorisé dans ce cas. D'autre part, l'usager arrivant de droite pourrait être surpris également. Il ne s'attend pas à ce que je revienne dans sa direction. Ce type de manœuvre est extrêmement risqué. Mieux vaut tourner à gauche, et je verrai pour faire demi-tour un peu plus loin. À un rond-point par exemple, l'endroit le plus sûr, ou à défaut, dans une intersection ou sur une route large, avec une bonne visibilité, et sans circulation. Réponse A et B. Je peux facilement vérifier visuellement l'usure des plaquettes de frein. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Des disques. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. L'usure des plaquettes de frein, deux par roue, peut être vérifiée sur la plupart des voitures assez simplement. Même s'il est souvent nécessaire de démonter chaque roue derrière laquelle se trouve ce dispositif de freinage, les roues arrière ne sont pas toujours équipées de freins à disque. Leur épaisseur doit être d'au moins 3 mm 2 mm pour les plaquettes arrière. Sinon, il est temps de les remplacer. J'en profite pour vérifier que le câble censé alerter de l'usure maximum au tableau de bord n'est pas sectionné, cela arrive. En revanche, les disques doivent être contrôlés par un professionnel. Sauf gros défauts évidents, rayures profondes, traces de chauffe, il faut du matériel et un certain savoir-faire pour évaluer l'état des disques de frein. Heureusement, ils s'usent beaucoup moins vite que les plaquettes. Réponse A et D. Ce panneau m'informe que le risque de dérapage augmente. En virage, réponse A. Au freinage, réponse B. J'augmente l'intervalle de sécurité. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce panneau signale la présence de gravillons sur la route. Quels sont les risques? De déraper, lors d'un freinage ou dans un virage. Il suffit de ralentir et d'anticiper pour annuler ce risque. Autre risque possible, projeter ou recevoir un gravillon sur le pare-brise, ce qui peut le briser. Là encore, en réduisant ma vitesse, et en augmentant l'intervalle de sécurité avec le véhicule qui me précède, je limite ces risques. Réponse A, B et C. Jusqu'à 20 km à l'heure, un excès de vitesse est sanctionné plus sévèrement si la vitesse est limitée à 50 km à l'heure. Vrai. Réponse A. Faux. Réponse B. Un excès de vitesse de moins de 20 km/h est plus sévèrement sanctionné lorsque la vitesse est limitée à 50 km/h. Si la vitesse est limitée à 50 km/h,
j'écoperai d'une amende de 4e classe. Alors que j'aurai une amende de 3e classe, donc moins chère, si la vitesse est limitée à plus de 50 km/h. Le nombre de points perdus, lui, ne change pas. Je perdrai un point sur mon permis dans les deux cas. Réponse A. L'écomobilité permet de réduire la pollution sonore. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Atmosphérique. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. L'écomobilité, c'est une façon de se déplacer en réduisant son impact sur l'environnement. Je suis écomobile si je favorise les transports en commun tels que le bus ou le train plutôt que des moyens de transport motorisés individuels comme la voiture, très polluante. Je suis écomobile aussi si je privilégie la marche à pied pour les trajets courts, ou encore le vélo, sachant que pour un même trajet, je peux utiliser plusieurs modes de transports écologiques. L'écomobilité permet donc de réduire la quantité de CO2 produite lors de ces déplacements et réduit le nombre de véhicules sur la route. Ce qui réduit aussi le bruit, la pollution sonore. Réponse A et C. Après 2 heures de conduite, je fais une pause d'au moins 5 minutes, réponse A, 15 minutes, réponse B, 30 minutes, réponse C. Après 2 heures de conduite, au maximum, même si je ne me sens pas fatigué, je fais une pause. Pour que celle-ci soit efficace et me permette de repartir dans de bonnes conditions, celle-ci doit durer au moins 15 à 20 minutes. Durant cette pause, je sors de la voiture et je fais quelques pas, accompagné de quelques exercices pour me remettre en forme. Réponse B. Pour revenir dans la voie de droite, je vérifie le rétroviseur de gauche. Réponse A. Le rétroviseur de droite. Réponse B. L'angle mort de droite. Réponse C. Pour revenir dans la voie de droite, je dois impérativement surveiller 3 zones. Le rétroviseur intérieur, pour savoir ce qui se passe immédiatement juste derrière moi et loin derrière, ici, la visibilité est masquée. Le rétroviseur extérieur droit, pour savoir ce qui se passe dans la voie que je souhaite rejoindre. L'angle mort de droite, pour vérifier qu'aucun usager se trouve à droite de ma voiture. Le rétroviseur de gauche n'est pas utile dans ce cas. Réponse B et C. Le croisement de ce car peut me faire dévier. Réponse A. Je tiens fermement le volant. Réponse B. Je reste à la vitesse maximale autorisée. Réponse C. Je ralentis. Réponse D. Un véhicule encombrant, un car ou un camion, déplace beaucoup d'air, notamment s'il va vite. En le croisant, cet air aura un effet sur la trajectoire de ma voiture, surtout lorsque la route n'est pas très large comme c'est le cas ici, je ne peux pas m'en éloigner. Pour réduire cet effet, je commence par ralentir afin de ne pas faire d'écart trop important. Ensuite, je tiens fermement le volant et je me tiens prêt à rectifier si ma voiture dévie au moment du croisement. Mais si je roule trop vite, ma rectification risque d'être hasardeuse. Réponse A, B et D. Pour céder le passage en face, je m'arrête. Immédiatement. Réponse A. Au niveau de la flèche qui tourne à gauche. Réponse B. Je devrais céder le passage au camion. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Je tourne à gauche. Je vais céder le passage en face, et donc m'arrêter plus qu'une voiture arrive. C'est au niveau de l'intersection, dont au niveau de la flèche qui tourne à gauche, que je vais m'arrêter. Ainsi,
je n'encombrerai pas inutilement la voie de stockage où je me trouve, d'autres véhicules peuvent arriver derrière moi, et je serai prêt à tourner. Je n'aurai pas à céder le passage au camion arrivant de la gauche. Celui-ci rencontre un stop, identifiable grâce à la ligne située devant ses roues. Mais je reste prudent. Réponse B et D. Pour stationner dans une rue en pente, je mets la boîte de vitesse au point mort. Réponse A. J'enclenche la première vitesse. Réponse B. J'enclenche la 5e vitesse. Réponse C. Dans une rue en pente, j'ai plusieurs possibilités de bien immobiliser ma voiture en plus du frein à main. Je peux tourner les roues vers le trottoir, au cas où le frein à main connaîtrait une défaillance, et je peux aussi enclencher une vitesse. Mais laquelle? Je sélectionne la vitesse la plus courte, c'est-à-dire celle qui engendre le plus de frein moteur, à savoir la première vitesse. La 5e vitesse, ou la 6e sur certaines voitures, ne serait d'aucune utilité. Réponse B. Un éblouissement met plusieurs secondes à se résorber. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. L'abaissement du pare-soleil peut limiter l'éblouissement. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. À la sortie d'un tunnel, surtout lorsqu'il fait beau, la forte luminosité à laquelle mes yeux ne sont plus habitués, risque de m'éblouir. Il me faudra plusieurs secondes pour recouvrer une bonne vision, ce qui retardera mon analyse en cas de danger, et donc ma réaction. Je peux abaisser le pare-soleil avant de sortir. Cela pourra atténuer légèrement la luminosité, surtout si le soleil se trouve en face. Mais surtout, je ralentis pour compenser mon temps de réaction plus long. Réponse A et C. Je tiens compte de ce panneau par temps sec. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Lorsque la chaussée est humide. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Ce panneau m'informe d'un risque de dérapage. Aucun panonceau ne précise ce risque de verglas, par temps de pluie. Je dois donc en tenir compte quelle que soit la météo, le risque de déraper peut être dû à la route elle-même, un revêtement dégradé, un dévers ou des gravillons. Donc même lorsque la chaussée est sèche. Réponse A et C. Mon GPS me dit de tourner à droite. Je contourne les panneaux et je tourne à droite. Réponse A. Je suis les panneaux de déviation. Réponse B. Mon GPS me dit de tourner à droite, mais la route est barrée à cause d'un accident. Que faire? Suivre aveuglément la voiture blanche? Certainement pas. Si la route est barrée, c'est qu'il y a une bonne raison. Pour ne pas me perdre et rester dans la bonne direction, je suis les panneaux de déviation. Ceux-ci sont mis en place pour contourner la route barrée jusqu'à ce que je puisse la rejoindre. J'oublie donc mon GPS quelque temps. Réponse B. Ce panneau indique un emplacement de stationnement réservé. Aux usagers pratiquant le covoiturage, oui. Réponse A. Non. Réponse B. Aux véhicules destinés à l'autopartage, oui. Réponse C. Non. Réponse D. Ce panneau concerne l'autopartage, il indique des emplacements réservés aux véhicules mis à disposition pour ce service de location. Il ne faut pas confondre l'autopartage et le covoiturage, le regroupement de personnes qui font un même trajet dans un seul véhicule,
qui dispose aussi d'un panneau spécifique pour signaler les parkings dédiés à cet usage, mais qui est différent. Réponse B et C. Pour faire la conduite supervisée, je dois avoir l'accord de l'assureur. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Participer à un rendez-vous préalable à l'auto-école. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Pour faire la conduite supervisée, il faut être âgé d'au moins 18 ans. Il faut aussi avoir obtenu son code, avoir l'accord de l'assureur du véhicule, avoir effectué au moins 20 heures dans une école de conduite, avoir un accompagnateur qui répond à certains critères, avoir obtenu le certificat de fin de formation lors d'un rendez-vous en auto-école. Réponse A et C. Je prends mes décisions uniquement selon le régime de priorité. Réponse A. En fonction de l'action des usagers. Réponse B. Selon l'endroit où regardent les usagers. Réponse C. Le conducteur de cette voiture devrait me laisser passer. Mais est-ce cela le plus important? Non. Un simple panneau accompagné d'une ligne peinte au sol n'évite pas les accidents. Ce qui est important à une intersection, que je sois prioritaire ou pas, c'est ce que font les autres usagers. Avancent-ils ou sont-ils à l'arrêt? Regardent-ils dans ma direction? Semblent-ils en difficulté? Quelle est leur zone d'incertitude? Bref, je me fie surtout à leurs actions et à leurs regards, bien plus qu'au régime de priorité. Réponse B et C. Pour éviter de respirer la fumée de cette camionnette, je mets momentanément l'aération en position recyclage. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je m'éloigne de la camionnette. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Le véhicule devant moi dégage une fumée importante, bien évidemment toxique et irritante. Dans un premier temps, je peux placer la ventilation de ma voiture en mode recyclage ou recirculation, ce qui isole l'habitacle en fermant l'entrée d'air extérieur. Mais son utilisation doit être ponctuelle car l'air deviendrait vite saturé en CO2 et en humidité. Le mieux est de m'éloigner de ce véhicule. Ensuite, j'arrêterai le mode recyclage et j'ouvrirai les fenêtres pour bien aérer le véhicule. Réponse A et C. Je porte mon regard en 1. Réponse A. En 2. Réponse B. En 3. Réponse C. Si je suis ébloui par un conducteur arrivant en face, je ne dois surtout pas fixer ses feux. Sinon, l'éblouissement sera plus intense et plus long à résorber. Je porte mes yeux là où un danger est le plus probable, c'est-à-dire du côté droit de la chaussée, dans ma voie de circulation, en regardant le plus loin possible. Concrètement, je regarde l'accotement droit, au loin, représenté ici par la zone numéro 3. Réponse C. Le moment est bien choisi pour dépasser cette voiture. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Le panneau le plus proche, temporaire, me signale que les marquages au sol sont effacés. Un deuxième panneau, qui a l'air permanent, m'indique que la chaussée comporte normalement 3 voies, dont 2 réservées à mon sens de circulation. Puis-je en tenir compte et entreprendre le dépassement de cette voiture? Ce n'est pas certain. Il n'y a pas de ligne continue pour formaliser les voies, et je ne suis pas à l'abri qu'un véhicule arrivant en face soit mal placé, ou que 2 véhicules ne soient pas en cours de dépassement. Il n'y a aucune visibilité en face.
Mieux vaut donc attendre un meilleur moment pour dépasser. Surtout que si la voiture devant moi circule plus lentement, c'est peut-être aussi, et avec raison, à cause des travaux. La règle est de réduire son allure en pareil cas. Réponse B. Généralement, le siège conducteur se règle vers l'avant et vers l'arrière. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Vers le haut et vers le bas. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Pour plus de confort et moins de fatigue, les voitures modernes proposent de plus en plus de réglages pour une bonne installation. Afin de s'adapter à la morphologie de chacun, la plupart des voitures permettent désormais de régler le siège en profondeur, d'avant en arrière, mais aussi en hauteur. Attention alors de régler la hauteur du volant et de la ceinture en conséquence. Réponse A et C. Ce type d'usure sur un pneu est caractéristique d'un sous-gonflage prolongé, réponse A, d'un surgonflage prolongé, réponse B, d'un défaut des amortisseurs, réponse C, d'un défaut de parallélisme, réponse D. L'usure de ce pneu est caractéristique d'un problème du train avant, le parallélisme a un gros défaut. Ce qui induit une usure rapide et prononcée d'une partie de la bande de roulement. J'aurais pu m'en rendre compte, la voiture tirait sans doute d'un côté. C'est-à-dire que volant droit, elle avait une tendance à tourner toute seule. Je n'ai pas le choix, je vais devoir remplacer les pneus, au moins les deux de cet essieu, mais je devrais aussi faire régler le train avant. Sinon les prochains pneus subiront rapidement le même sort. Réponse D. Pour tracter une remorque de 900 kg, je dois avoir le permis EB si la somme des PTAC est de 3,6 tonnes, réponse A, 4,3 tonnes, réponse B. Je dois faire une formation si la somme des PTAC est de 3 tonnes, réponse C, 4 tonnes, réponse D. En dessous d'un PTAC de 750 kg, je peux tracter n'importe quelle remorque. Mais je dois m'interroger dès l'instant que je tracte une remorque ou une caravane ayant un PTAC de plus de 750 kg. Même si son poids réel n'atteint pas cette valeur. Si la somme du PTAC de la voiture et de la remorque ne dépasse pas 3,5 tonnes, le permis B seul suffit. Si la somme du PTAC de la voiture et de la remorque est comprise entre 3,5 tonnes et 4,250 tonnes, je dois avoir fait la formation dite B96. Si la somme du PTAC de la voiture et de la remorque dépasse 4,250 tonnes, je dois être titulaire du permis EB. Réponse B et D. Pour croiser ce véhicule, je commence par serrer à droite, puis je ralentis. Réponse A. Je commence par ralentir, puis je serre à droite. Réponse B. La route est étroite et il sera impossible de se croiser sans utiliser l'accotement. Et comme il est plus large de mon côté, sur ma droite, c'est moi qui devrais le plus l'utiliser. Pour que le freinage reste efficace, et éviter un dérapage voire une perte de contrôle, je dois effectuer le ralentissement ou le freinage alors que mes 4 roues sont sur la chaussée. C'est ensuite, lorsque mon allure sera adaptée au croisement de ce véhicule, que je serrerai à droite sur l'accotement. Réponse B. La prise d'information est réduite. Si je roule vite, oui. Réponse A, non. Réponse B, si j'ai consommé de l'alcool, oui. Réponse C, non. Réponse D. La vitesse réduit le champ visuel, la vision périphérique devient floue.
D'autre part, plus je roule vite, moins je dispose de temps pour voir et comprendre un danger avant d'arriver dessus. La vitesse altère donc la prise d'information. Parmi les effets de l'alcool, on note là encore des troubles de la vision, des prises de décision tardives voire inadaptées. On peut alors imaginer les effets de la combinaison, fréquente, alcool plus vitesse. Réponse A et C. Je circule à la vitesse maximale autorisée. Je ralentis sans m'écarter. Réponse A. Je m'écarte sans ralentir. Réponse B. Je ralentis et je m'écarte. Réponse C. Ces personnes arrêtées sur la bande d'arrêt d'urgence sont dans une situation périlleuse. Puisque la situation le permet, la chaussée est à sens unique et personne n'est sur le point de me dépasser, je préviens et je m'écarte en utilisant la voie de gauche. Sans oublier de freiner pour allumer les feux stop et bien sûr ralentir. Cela permet aussi d'attirer l'attention des usagers qui me suivent, et qui n'ont peut-être pas encore perçu le danger. Réponse C. Les feux diurnes permettent de mieux voir le jour, réponse A, d'être mieux vu lorsqu'il pleut, réponse B, d'être mieux vu la nuit, réponse C, d'être mieux vu par temps clair, réponse D. Les feux diurnes sont des feux situés à l'avant, de couleur blanche, souvent à LED, qui s'allument automatiquement de jour, dès la mise en marche du moteur. À quoi servent-ils? Pas à mieux voir, quelles que soient les conditions. Ils ne sont pas assez puissants pour éclairer efficacement. Ils permettent d'être mieux vus, de jour, par temps clair. Dès que la visibilité décroît, s'il pleut, s'il y a du brouillard ou que la nuit tombe, je les remplace par les feux de croisement. Réponse D. Je reste dans cette voie. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. La signalisation temporaire m'annonce un basculement de chaussée. Très probablement que, sur cette chaussée à sens unique, mes voies de circulation vont se poursuivre de l'autre côté du rail de sécurité. La chaussée de gauche sera donc temporairement à double sens. Pourquoi devrais-je rester dans la voie de gauche comme maintenant? On ne m'annonce pas la suppression de la voie de droite? Donc je ne suis pas à ma place. Je reviens dans la voie de droite, et je ralentis. Réponse B. La position latérale de sécurité est la position allongé sur le dos, jambes repliées. Réponse A. Allongé sur le ventre, bouche ouverte. Réponse B. Assis, la tête vers l'avant. Réponse C. Allongé sur le côté en chien de fusil. Réponse D. Placer une victime en position latérale de sécurité, c'est la placer allongée sur le côté, jambes repliées, en chien de fusil, la tête reposant sur son bras. Ainsi, elle pourra respirer normalement et cela limite le risque qu'elle s'étouffe. Cette position est mise en œuvre en présence d'une victime allongée sur le dos, inconsciente, mais qui respire normalement. Réponse D. Je peux conduire alors que je prends ce médicament. Si c'est un médecin qui me l'a prescrit, oui. Réponse A. Non. Réponse B. Si j'ai choisi seul de le prendre, oui. Réponse C. Non. Réponse D. Un médicament classé niveau 3 pour la conduite, pictogramme rouge, est un médicament qui comporte des risques maximum, incompatibles avec la conduite. Peu importe que j'ai choisi de le prendre seul, certains sont vendus sans ordonnance, ou que ce soit un médecin qui me les prescrit. Je dois renoncer à la conduite,
et opter pour l'utilisation des transports en commun ou pratiquer le covoiturage, sans conduire. Sinon, je peux aussi en parler à mon médecin ou mon pharmacien, qui pourra peut-être trouver un traitement alternatif compatible avec la conduite. Réponse B et D.